Alors, je l'ai vu apparaître et ça apparaît incroyable, ça marche. Bah, bienvenue du coup Audrey et bienvenue à toi sur le live, hein. Alors, je pense qu'il faut que Oui, j'appuie sur ça. Voilà, là je t'entends. là, c'est bon? Là on t'entend, ouais, là on t'entend. Alors on Eh va voir ben, bonsoir à toutes et à tous. eh ben, merci à toi d'être présent, ça fait extrêmement plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment très, très content. Moi, ça me fait, c'est trop cool de parler d'histoire européenne, de parler, de politique, avec, d'autres passionnés, de ce sujet qui est important et qui va nous accaparer pendant une partie de l'année prochaine, hein, je pense. Ouais, avec, les élections européennes en France le 9 juin. Donc ce sera le dimanche 9 juin. 9 juin, exactement. Et bah, bonsoir Audrey, effectivement. Bah, du coup, avant que on va t'introduire rapidement et tu me diras si tu veux qu'on ajoute des choses par rapport à ce que tu m'as dit. Bah, du coup, on est en compagnie aujourd'hui d'Audrey Vuettias, qui est journaliste politique et créatrice du podcast Trait d'Union, un podcast qui parle du coup d'Union européenne. Pour ceux qui, comme nous, comprennent rien à l'Union européenne et ne savent pas ce que c'est, et ben elle explique ça de façon assez claire, précise et simple, pour que tout le commun du portel bah, sache bah, de quoi on parle quand on parle d'Union européenne. Elle fait des épisodes aussi thématiques un petit peu historiques en parlant de l'histoire et du vécu de certains personnages qui ont participé à la création de l'Union européenne. Et du coup, son but, c'est d'expliquer l'Union européenne tout simplement à tous ceux qui trouvent que c'est trop compliqué, de façon simple et compréhensible. Est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose ou Non, c'est exactement ça. Les institutions, ça paraît très compliqué. C'est vrai que quand on perçoit ça, c'est hyper compliqué, on pense aux bâtiments, on pense à des bureaucrates, qui font des lois, qui font des directives et des règlements. Mais en fait, quand on s'y intéresse, un petit peu, il y a plein de petites histoires, qui font la grande histoire, ce dont on se parlait, pardon. Et en fait, ça peut être passionnant et surtout, je trouve que c'est hyper intéressant de s'y intéresser justement, parce qu'il y a des élections, parce que c'est bien de savoir, pourquoi on vote. Il y a des choses à critiquer aussi et ça, je pense que c'est important de le dire. L'Union européenne, c'est pas tout, tout n'est pas fabuleux. Mais pour critiquer, il faut savoir de quoi on parle et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu lancer ce podcast. eh ben, c'est bien parce qu'on est dans la même vibe ici, c'est qu'on aime bien apprendre Mmh. des trucs et qu'on a lancé ce Twitch et ce podcast pour apprendre des trucs ensemble. Et bonsoir à toi Galette aussi, j'espère que tu as passé une bonne journée, que ça se passe bien de ton côté. Eh ben, top. D'ailleurs, je préviens juste les gens, aujourd'hui, on va faire le podcast sera un poil plus court que d'habitude parce que Audrey a des obligations et elle doit se lever tôt demain. Du coup, on va terminer, je Très pense, tôt. un poil plus tôt, une petite demi-heure plus tôt que d'habitude avec les différents invités qu'on a. Mais c'est pas grave, ça sera court mais intense, ça sera riche en enseignements et en informations. Et voilà, si vous avez des sujets en particulier justement que vous voulez qu'on voit dans cette petite heure qu'on va passer ensemble, eh ben, ils sont les bienvenus. Eh bien, avant pour rentrer dans le bain, je pense que ça expliquer peut-être c'est quoi l'Union européenne, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est peut-être, pour, se chauffer un peu? Alors, l'Union européenne, donc c'est une organisation, politique, économique et politique, qui a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on s'est un peu battu, un peu, avec les Allemands, pendant, plusieurs guerres. Il y a déjà des gens qui commençaient à réfléchir à une sorte d'union, avec l'Allemagne dès, la fin de la guerre de 14-18. Parce qu'en fait, ils se disaient, bah, peut-être qu'il faudrait tendre la main. Il y avait aussi des gens qui avaient envie de bien humilier l'Allemagne, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était pas le même sentiment que maintenant. Et il y a déjà des gens qui voulaient tendre la main, qui se sont dit: «Non mais là, on a eu un conflit mondial, il y a toute une génération qui a été décimée, il faudrait faire quelque chose». Ça ne s'est pas fait. On a plutôt choisi l'option d'humilier l'Allemagne avec le traité de Versailles et donc on a eu la Seconde Guerre mondiale. Et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a des voix dans la société civile, avant la politique, qui ont commencé à dire, «Non mais là, ça commence à faire beaucoup». Et il y a un personnage en particulier, il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu plein d'autres. En général, c'est plutôt des franco-allemands. Et il y a un personnage en particulier qui s'appelle Joseph Rovan. Et lui, c'est pareil, on l'a un peu oublié des livres d'histoire. Joseph Rovan, qui était un résistant et qui a été dans les camps de concentration. Il a été à Dachau, si je ne me trompe pas.
Et, euh, et donc, il a été interné à Dachau. En fait, lui, il s'occupait pendant la Résistance de faire les faux papiers pour la zone libre du Nord. Je voudrais pas trop me tromper, mais c'est à peu près ça. Donc, il va dans les camps de concentration et quelques mois après en être sorti, il écrit une tribune dans la revue Esprit qu'on peut retrouver, qui est en accès libre. Et je trouve ça passionnant de la lire, si vous en avez l'occasion, si vous avez envie d'y aller. Ça s'appelle L'Allemagne de nos mérites. Et en fait, il propose de tendre la main à l'Allemagne en expliquant qu'on aura l'Allemagne qui était du coup ravagée après la Seconde Guerre mondiale et qui n'était pas une démocratie. Et en fait, il écrit qu'il faut tendre la main à l'Allemagne et que c'est la main tendue à l'Allemagne qui fera l'Allemagne du futur. Donc on aura l'Allemagne de nos mérites en fait. Si on l'humilie, il y avait beaucoup de gens qui avaient bien envie d'humilier les Allemands à ce moment-là. Si on l'humilie, on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Donc c'est vraiment passionnant parce que c'est écrit par quelqu'un qui a été interné dans des camps de concentration par les Allemands justement. Et donc il y a plusieurs voix qui commencent à s'élever comme ça dans l'Union européenne dans l'Union européenne, non, en Europe. On y reviendra après à l'Union européenne. Et en fait, ça commence à s'emparer un peu, à infuser dans l'esprit des politiques. Et il faut attendre l'arrivée d'un certain Jean Monnet, que normalement on connaît, qui est commissaire au plan. Alors lui, en France, il est nommé par De Gaulle pour la reconstruction. Et il se dit, moi j'ai besoin de reconstruire la France, et pour reconstruire la France, j'ai besoin d'acier et de charbon. Sauf qu'en France, on n'en a pas trop. Par contre, l'Allemagne, elle en a pas mal. Et il a une idée qui est hyper ingénieuse, qui est de mutualiser l'acier et le charbon avec l'Allemagne. Ça, c'est la première idée, avec la République fédérale d'Allemagne, en se disant, nous, ça va nous permettre d'avoir de l'acier et du charbon, et en même temps, ça va nous permettre de contrôler l'Allemagne, parce que pour faire une guerre, il faut de l'acier et du charbon. Donc on pourra vérifier qu'ils ne sont pas un peu en train de trop déconner avec leur acier et leur charbon, genre préparer une nouvelle guerre. Donc ça permet d'avoir une sorte de mainmise, entre guillemets, sur l'acier et le charbon. Donc ça, c'est son idée. Sauf que lui, c'est pas un politique, c'est un technocrate. Et son idée, il faut qu'il la fasse porter par un politique. Il s'avère qu'à ce moment-là, on a Robert Schuman, qui est ministre des Affaires étrangères, et qui, lui, est un peu sous pression des États-Unis, qui lui disent vous êtes sympas les mecs, mais ça fait quand même 2 fois qu'on intervient sur le continent. Il y a des gens qui sont morts chez nous à cause de vous, entre guillemets. Hein. Mais en gros, ça fait 2 fois qu'on s'investit dans un conflit mondial. Ça serait quand même pas mal que vous gériez vos petits problèmes entre vous, et notamment vos relations avec l'Allemagne. Donc en gros, ils lui mettent un ultimatum en lui disant à telle date, il me semble que c'est autour du 15 mai à peu près, puisque le 9 mai va être la date assez importante à retenir, 9 mai 1950. Et là, ils lui disent là, il faut que tu nous proposes des choses, il faut que tu nous proposes des solutions. Et donc, par un jeu de rencontres, par l'intermédiaire notamment de l'assistant de Robert Schuman, Jean Monnet arrive et propose son plan. Bon, je vous passe les détails parce qu'en fait, il y a des allers-retours qui ne se passent pas et tout. Sauf que le problème, c'est que le président du conseil de l'époque, j'ai perdu son nom, mais je peux le retrouver, et pas du tout pour mutualiser tout ça avec l'Allemagne. Et en fait, il l'outrepasse. C'est-à-dire que Robert Schuman, à la fin du Conseil des ministres, une fois qu'on a bien fait toute la réunion, il dit « Ah oui, puis moi j'avais un truc, c'était la mutualisation de l'acier et du charbon. » Et là, c'est Bidault, Georges Bidault, qui lui dit on n'en avait pas parlé du tout. Hein. Et là, Schuman dit si, je vous en ai parlé, je suis venu vous voir, mais vous n'étiez pas là. Et donc, en gros, il lui fait passer un peu la pilule, si bien qu'en fait, Robert Schuman et Jean Monnet, qui ont appelé le chancelier allemand Adenauer, qui était d'accord, font ce projet en fait sans avoir vraiment sans s'être vraiment concerté avec le président du Conseil. C'était pas la même République, donc on n'est pas sur les mêmes institutions. Je pense que maintenant, ce serait pas possible d'outrepasser Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Et ils font une conférence de presse tellement à l'arrache qu'il n'y a personne. Et en fait,
les images qu'on voit de la signature de, de cette fameuse création de la CECA, la communauté de l'acier et du charbon, en fait, elles ont été refaites plus tard parce que à ce moment-là, c'était tellement dans l'urgence pour faire passer leur plan qu'il n'y a pas de caméras qui sont venues, il n'y a aucun journaliste, ils ont vraiment fait ça hyper vite à l'arrache. Donc la communauté de l'acier et du charbon qui va donner après la CEE avec le traité de Rome, qui va donner ensuite en 93, il y a eu le référendum en 92, mais c'est en 93, le traité de Maastricht, la création de l'Union européenne, et ainsi de suite. Et du coup, bon, pour ceux qui suivent la chaîne, on parle assez souvent de Jean Monnet parce on a fait un live du coup, dans une visite guidée du coup de la maison Jean Monnet et qui raconte un petit peu toute l'histoire de la création européenne par les yeux du coup et par la personne qui est Jean Monnet. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir cette visite qui était vraiment cool. On avait la conservatrice et du coup la guide attitrée de la maison Jean Monnet qui nous a fait le plaisir du coup de nous accompagner, qui avait énormément d'humour d'ailleurs et qui nous parlait notamment de sa déclaration Schuman, etc. Mais tu me parlais tout à l'heure en amont d'une autre personne assez méconnue aussi qui fait partie de cette création européenne. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire deux mots dessus? Ouais, elle s'appelle Louise Weiss. C'est une des personnes qui a commencé à parler de ça après la Première Guerre mondiale. En fait, elle vient d'Alsace et elle a été infirmière pendant la guerre. Elle avait étudié pour être agrégée. D'ailleurs, à l'époque, être une femme agrégée, c'était hyper compliqué. Son père voulait pas. Elle arrive à être agrégée, paf, Première Guerre mondiale, elle s'investit, elle devient infirmière. Et en fait, tous ses amis meurent littéralement dans cette guerre. Donc là, elle se dit, non mais il faut faire quelque chose. Elle commence à réfléchir à un espèce d'esprit européen, en fait, d'esprit de coopération, de tendre la main, de travailler ensemble plutôt que se mettre sur la gueule. Et en fait, cette femme est passionnante parce que elle devient journaliste. Elle a même sa propre revue et elle traite de la Société des Nations Unies. Et en fait, c'était hyper précurseur parce que c'était une femme à la tête d'un journal sur des sujets de relations internationales et vraiment donc pro-européenne, journaliste. Et comme elle n'en a pas fini, elle décide de s'investir dans le droit de vote des femmes, puisqu'en France, évidemment, ça n'a pas eu lieu tout de suite. Et en fait, elle manifestait devant le Sénat, parce que c'est le Sénat qui bloquait, avec des chaussettes. Et en fait, quand les sénateurs sortaient, elle leur tendait les chaussettes en disant « Ne vous inquiétez pas, même si vous nous octroyez le droit de vote, vos chaussettes seront toujours bien reprisées. » Donc vraiment, la nana hyper engagée. Et une personnalité incroyable. Journaliste, pro-européenne, hyper investie dans les sujets de relations internationales, militante. En fait, elle a repris l'idée des suffragettes et elle l'a mis un peu à sa sauce en France. Elle s'est présentée aux élections législatives alors qu'elle n'avait même pas le droit, enfin les gens n'avaient pas le droit de voter pour elle en fait. Et en disant venez voter pour moi, enfin voilà, c'était totalement illégal, elle n'avait pas du tout le droit de se présenter, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Ouais. Et donc en fait, cette femme est passionnante, elle s'est un peu perdue pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle dit qu'elle a résisté, mais les historiens ne peuvent pas vraiment le confirmer. Elle a été chercher des vivres aux États-Unis, mais on ne sait pas trop ses liens non plus avec Vichy. Et en fait, après, elle est partie faire un tour du monde pour regarder un petit peu les différentes créations de pays, de gouvernements. Et en fait, au moment où on crée l'Union européenne, au moment où Jean Monnet, qu'elle connaissait de la Société des Nations, et Robert Schuman décide, enfin, et d'autres pères fondateurs, c'est pas les seuls évidemment, on parle des Français, mais il n'y a pas que ça. On est très chauvin, mais il n'y a pas que. Au moment où il décide de créer ce qui deviendra l'Union européenne, elle n'en est pas, parce qu'elle n'avait pas très envie de s'investir en politique, elle était un peu à part. Mais finalement, la boucle est bouclée parce qu'elle fait partie des premiers eurodéputés qui seront élus au suffrage direct. Comme c'est la plus âgée, elle aura le droit de présider la séance qui va permettre à Simone Veil d'être élue présidente du Parlement européen. Donc la boucle est un peu bouclée, parce que finalement, c'était un peu son idée à la base. Elle n'était pas la seule à avoir eu cette idée, mais c'était une idée qu'elle avait portée. Et donc, elle a terminé en étant eurodéputée. Elle n'a pas fait énormément de choses, mais la boucle était un peu bouclée. D'ailleurs, elle était sur la liste de Jacques Chirac qui lui avait dit « Vous serez notre First Lady ». Voilà, pour la petite anecdote.
Louise Weiss qui, du coup, a un bâtiment assez important au Parlement européen à son nom, puisque c'est là-dedans qu'il y a l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Et c'est un peu ce qu'on se disait en préparant le live de ce soir. Il y a beaucoup d'eurodéputés qui vont dans ce bâtiment à chaque fois qu'ils doivent voter, qui ne savaient pas forcément qui était Louise Weiss. Donc voilà, un portrait hyper intéressant qui a été un peu oublié des livres d'histoire, parce que du coup, on parle beaucoup des pères fondateurs. C'est fou en plus. Moi, je voulais te poser la question parce que je sais que dans le chat, il y a quelqu'un, une followeuse qui vient et qui essaye de mettre en avant en fait les femmes oubliées de l'histoire. Et tiens, je lui dis, tiens, ça peut être faire un portrait pour toi, ça peut faire un super sujet de live. Et elle nous dit que carrément, bah carrément, parce qu'elle a. C'est fou par rapport à ce qu'elle a apporté, ce qu'elle a fait, son action. Et en fait, Ouais. il y a un abysse par rapport à sa notoriété et ce connu. Elle a carrément un bâtiment au Parlement européen, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Et pas le plus petit Ouais. bâtiment, quoi. On parle beaucoup de Simone Veil Ouais. et à juste titre pour tout ce qu'elle a fait. Et c'est vrai elle a vraiment porté des choses dans la politique française, des combats hyper importants. Elle a été présidente du Parlement, mais c'est vrai que pour le coup, il y avait une personne avant. Et d'ailleurs, dans le film sur Simone Veil, qui est sorti il n'y a pas longtemps, le parcours d'un siècle, l'histoire d'un siècle, quelque chose comme ça. En fait, elle l'évoque à quelques moments parce qu'il y a une anecdote aussi qui est trop drôle, c'est que du coup, Simone Veil était sur la liste de VGE et Louise Weiss était sur la liste de Chirac. Et en fait, ils essayaient de les opposer, deux femmes françaises au Parlement européen. Et en fait, elles ont toujours refusé en disant mais non, on va pas se mettre sur la tête. Et donc, enfin voilà, c'est vraiment un portrait hyper intéressant et c'est vrai qu'elle a été assez oubliée, ce qui est bien dommage. Ouais, clairement. Et ça me fait penser, est-ce que t'en as, j'ai pas d'autres personnalités qui ont été importantes pour la création de l'Union européenne et qui sont peu ou peut-être moins connus, je sais pas, que ceux qu'on entend, les Robert Schuman, les Jean Monnet. J'en ai parlé juste avant. Joseph Rovan fait Ouais, vraiment partie. Moi, je l'ai découvert. En fait, je préparais des épisodes sur la relation franco-allemande dans la création de l'Union européenne et puis après dans la poursuite. En fait, ça a toujours été. Nous, on parle de couple franco-allemand, mais les Allemands, ils parlent plutôt de moteur. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu impulsées par la France et l'Allemagne. Et, euh, et en fait, quand on était allé à un institut à Ludwigsburg. Et en fait, le responsable de l'institut nous dit mais vous connaissez pas Joseph Rovan? Il nous montre la photo, j'étais là, pas qui c'est. Et en fait, ben oui, ça fait partie de ceux qui ont vraiment. En fait, l'Union européenne qu'on connaît maintenant, elle a vraiment été créée par une société civile avant que les politiques s'en emparent. D'ailleurs, De Gaulle, fallait pas lui parler d'Union européenne. Hein. Enfin, vraiment, il a été poussé vers Adenauer pour faire le traité de Paris. Mais c'était pas du tout son truc d'avoir quelque chose de supranational. Non, vraiment, c'était pas son délire du tout. et ce qui est intéressant avec De Gaulle, c'est lui qui a un petit peu empêché l'Angleterre de rentrer du coup dans l'Union européenne, qui a empêché le traité de défense de l'Union européenne. Mais par contre, Mm. en parallèle, ce qui est rigolo quand on y pense, c'est qu'il a failli, il était pour du coup, il a failli signer du coup le traité d'union entre la France et l'Angleterre. Ça s'est joué à pas grand chose, quelques heures près, à un avion près, pour s'allier, pour faire une union entre la France et la Grande-Bretagne qui fasse un seul pays pour lutter contre l'Allemagne, quoi. Là, quand on y pense, Mais alors. c'est aussi lui, en fait, qui fait que maintenant, l'Union européenne, elle est un peu immobile sur certains sujets parce qu'en fait, les pays ont le droit de veto. Et en fait, ça, c'est De Gaulle. Parce qu'il y a eu un moment où il a été réfléchi le fait qu'on puisse avoir des votes à la majorité qualifiée. Donc, par exemple, que la France ait 4 voix. En fait, on a un nombre de voix par rapport à la taille et au poids de son pays, quoi. Donc, la France 4 voix, l'Allemagne 4 voix, l'Italie 3, enfin, la Belgique 1 ou 2. Et il fallait avoir au moins 17 voix. À l'époque, il y avait moins de pays. Hein. 17 voix pour l'emporter. Sauf qu'en fait, il a fait ses calculs et il s'est dit, mais moi, j'ai que 4 voix. En fait, même si moi, je m'oppose à un truc, bah, ça peut passer quand même. Et notamment, son gros sujet, c'était à l'époque la PAC, la politique agricole commune. Il en avait vraiment besoin parce que la France, parmi les pays qui avaient vraiment créé l'Union européenne,
Je dis Union européenne pour qu'on comprenne, hein, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelle comme ça depuis 93. Et en fait, la France, elle avait vraiment, c'était un peu la première puissance agricole. Et il avait vraiment besoin de cette PAC et il s'est dit, non, mais les mecs vont m'empêcher de tourner en rond si on passe à la majorité qualifiée. Donc là, il a fait une technique qui est restée dans les livres d'histoire, qui s'appelle la technique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'en fait, il a interdit à ses ministres d'aller au Conseil des ministres de l'Union européenne pendant 8 mois pour faire pression. Et finalement, en fait, il a bloqué totalement le processus, si bien que les autres pays, ils avaient quand même des intérêts à rester dans cette union, puisque comme l'union fait la force, et sur plein d'autres sujets, ils en avaient besoin. Donc, ils lui ont dit, bon, bah ok, on accepte vos conditions, toutes vos conditions, et ok pour un droit de veto. C'est-à-dire que sur les sujets économiques, sur les sujets de relations internationales, pas sur tous les sujets, mais sur ces sujets importants, il y en a d'autres, eh ben, un pays a le droit de s'opposer. Sauf que maintenant, on est 27. Et on a toujours ce droit de veto qui, souvent, bloque les choses, notamment quand il faut, par exemple, prendre des sanctions contre la Russie. D'ailleurs, on peut rappeler que le principe de représentation, c'est aussi le même pour l'élection des députés, où chaque pays a des députés en proportion de sa population, et que la France, à l'époque, était, encore aujourd'hui, même si ça tend à changer, a été un des leaders, même des moteurs de l'Union européenne, et qu'on avait besoin, en fait, de la France à ce moment-là pour faire ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ces régions, comme tu dis, 27 pays, bah, c'est plus pareil que lire 5, 6, 7 pays, quoi. Mm. Ouais. C'est bien plus compliqué quand tu as un pays qui a un droit de veto. Pareil de la PAC aussi, Mm. qui était important. Aujourd'hui, la France est le premier bénéficiaire avec 9 milliards d'euros par an de la PAC. Donc clairement, c'était un enjeu primordial pour De Gaulle à ce moment-là, que la France soit un des leaders et bénéficiaires de l'Union européenne, quoi. Et la PAC qui pose question parce que on parle, là j'empiète un peu sur la suite, mais juste rapidement, on parle de l'élargissement à l'Ukraine. L'Ukraine qui est considérée comme le grenier de l'Europe, 44 millions d'habitants. Les aides et la taille de l'Ukraine vont faire qu'en fait, les équilibres qu'on connaît actuellement, si on ne fait pas de processus de révision un peu des traités, bah, faut s'imaginer qu'en fait, les aides agricoles, ils auront 44 millions d'habitants. Enfin voilà, c'est des équilibres qui seront bouleversés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des pays comme la France et l'Allemagne notamment qui disent nous, on ne fait pas d'élargissement si on n'a pas revu notamment, par exemple, le droit de veto et d'autres traités. Ouais, c'est compliqué. De toute façon, les politiques d'intégration, il y a aussi la Turquie qui avait posé sa candidature, et ça pose un énorme problème pour, bah, on va dire les deux raisons principales, c'est sa population. Ça serait la première en termes de représentation au sein de l'Union européenne, et la deuxième, c'est parce que c'est un pays à majorité musulmane. Après, c'est bien enterré, hein, la Turquie. La Turquie, c'est très enterré, mais ils sont quand même encore dans le processus, comme d'autres pays qui sont dans le processus. Mais et l'Ukraine aussi, ça pose problème parce qu'ils sont en conflit aussi. Donc, personnellement, je vois pas l'Ukraine à court terme rejoindre l'Union européenne ni l'OTAN, même si Non, c'est et puis en impossible. plus, ce serait pas très cool parce qu'en fait, il y a des pays dans les Balkans qui attendent depuis très longtemps. Et c'est vrai que, ben, avec la guerre, on a envie d'envoyer des signaux forts et ça peut se comprendre aussi politiquement. C'est juste que c'est un peu injuste de les faire passer devant, sachant que c'est un pays en guerre qu'il faut totalement reconstruire. Et en même temps, être dans l'Union européenne, ça permettrait aussi d'accélérer la reconstruction. Et en même temps, il y a aussi de la corruption. Il y a des choses à gérer et il y a des choses qu'on demande à d'autres pays qui, eux, attendent depuis longtemps. Et c'est vrai que faire passer l'Ukraine devant, ce serait un peu injuste. Il y a aussi ces choses-là à réfléchir, c'est qu'il n'y a pas que l'Ukraine. Ouais, et puis là, on parle des élargissements, on parle des politiques. Mais aujourd'hui, c'est quoi le rôle techniquement de l'Union européenne? Est-ce qu'il a évolué par rapport à la base? Est-ce que c'est le même? À quoi ça sert concrètement aujourd'hui? Alors, l'Union européenne, c'est une union à la base qui est économique. Ensuite, elle est devenue politique. Après, on n'est pas des États fédéraux comme on peut avoir aux États-Unis. Chaque pays garde son autonomie, son indépendance. Et en fait, le rôle de l'Union européenne, bah, c'est un peu ce qu'on se dit, c'est l'union fait la force. C'est-à-dire que ça permet de défendre nos intérêts. Évidemment, on se met tous d'accord avant de défendre nos intérêts
par rapport à des mastodontes comme, les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Parce que c'est vrai que tout seul, c'est assez difficile de peser, dans ces économies. L'Union européenne, donc elle nous protège aussi parce qu'en fait, elle fait des garde-fous aux frontières, par exemple. Je pense notamment à un texte de commencer à être mis en application, il y en a deux, ça s'appelle le DMA et le DSA. Et en fait, c'est pour éviter que les plateformes, les GAFAM, fassent un peu n'importe quoi, soit en termes de concurrence, donc par exemple qu'ils aient des pratiques anticoncurrentielles parce que c'est des mastodontes et que de toute façon, c'est eux qui trustent le marché, et aussi, ça évite que sur les réseaux sociaux, ce soit un peu le Far West. Donc en gros, l'idée, c'est de remettre un peu des bases, c'est de faire payer des impôts, c'est d'avoir des limites à nos frontières, des droits de douane. Par exemple, là, de lancer une enquête sur les voitures électriques chinoises qui sont extrêmement subventionnées, ce qui est contraire aux lois du marché. Donc en gros, si jamais l'Union européenne se rend compte que ces voitures sont trop subventionnées, sachant que quand elles arrivent dans notre marché, elles sont aussi subventionnées parce qu'on subventionne les voitures électriques, parce qu'on s'est engagé à rendre le continent neutre en carbone. En gros, elles sont subventionnées en Chine sous plusieurs formes. Elles sont subventionnées quand elles arrivent sur le marché européen, et donc c'est un peu anticoncurrentiel par rapport à une entreprise européenne qui aurait envie de se lancer dans l'électrique. Donc voilà, c'est aussi de la protection. Et puis, l'Union européenne, c'est des ambitions. Il y a eu des décisions qui ont été prises parmi les 27 pays pour rendre le continent neutre en carbone d'ici 2050. Donc, il y a une trentaine de textes qui ont été votés dans les 4 dernières années pour faire ça, pour aller vers cette neutralité. Par exemple, un exemple assez concret, la fin des voitures thermiques à partir de 2035. Donc, quand je dis la fin de la vente et de la construction, il pourrait y avoir des ventes d'occasion, on pourra garder sa voiture après 2035, mais on ne pourra plus acheter de voitures neuves thermiques. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on avait parlé un petit peu hier de la Chine, c'est le marché non concurrentiel et les Européens crient un petit peu. Ils ont envoyé des responsables du coup économiques en Chine pour aller justement un peu, on va pas dire ruer dans les brancards, mais un petit peu pour critiquer ce phénomène parce qu'il y a un énorme protectionnisme en plus en Chine de leurs produits qui s'ouvrent pas du tout aux produits européens alors qu'eux ils inondent un petit peu le marché. Et deuxième point, je sais pas, ça fait longtemps que je me suis pas intéressé à la question, mais j'avais vu par exemple pour les fins des voitures thermiques, comme tu dis, c'est l'achat et des voitures thermiques, donc il y aura des voitures thermiques qui vont continuer à circuler. Et même j'avais vu certaines exonérations et certaines marques, par exemple les marques de luxe, qui avaient le droit de continuer à vendre leurs voitures thermiques par rapport aux marques plus traditionnelles, quoi. Alors, Je sais en plus où ça en est fait, ces décisions. euh, il y a eu en fait, en gros, les États membres ont topé pour la fin des voitures thermiques en 2035. Sauf que, en fait, comme je t'ai dit, l'Union européenne, elle est là pour nous défendre, sauf que chaque pays a des intérêts différents. Donc en gros, l'idée, c'est de mettre un peu tout le monde d'accord. L'Allemagne a des intérêts. L'Allemagne a une industrie automobile de pointe, avec des grosses marques. Et en fait, entre le moment où on a commencé à bosser ce texte et le moment où on était en train de tout stopper dans la main en disant c'est bon, on s'est mis d'accord, il y a eu une reprise extrêmement forte après le Covid de la vente de voitures, et notamment de voitures de luxe. Et là, l'Allemagne est revenue un peu en arrière sur ce qu'elle avait topé en disant oui, mais nous, ça crée de l'emploi, c'est hyper compliqué, abandonner le thermique, c'est hyper compliqué. Donc, ils ont comment dire, milité, et ils se sont vus octroyer le droit de vendre ces voitures avec un e-carburant. Donc, en gros, ce ne sera pas de l'essence classique, ce sera quelque chose de moins polluant. Et donc, ils ont eu cette exonération. Et c'est un peu ce que j'avais envie de raconter ce soir, c'est qu'à chaque fois que vous avez l'impression que Bruxelles impose des choses, c'est vrai que souvent, il y a cette petite musique, c'est la Commission qui décide de tout. Non, c'est faux. On vous ment. C'est les États membres qui décident. C'est les États membres qui décident. Après, c'est des négociations. Donc peut-être que la France va perdre sur un point, mais parce qu'elle va obtenir quelque chose ailleurs. Et ça, c'est les dirigeants, en fait, En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui compte le plus, c'est les États membres, et c'est les représentants des États membres. Et donc, en gros, c'est la France ou alors les ministres français. Et c'est le travail qu'ils font. Et peut-être qu'on a l'impression qu'on perd des points sur certains dossiers en disant ah, l'Allemagne, elle a gagné sur ça, sur les voitures thermiques.
Mais peut-être que la France, en fait, elle a négocié ça pour avoir défendre d'autres choses dans son industrie. Donc vraiment, faut pas se dire que c'est Bruxelles qui décide. On joue avec des règles du jeu avec lesquelles on a choisi de jouer. Et quand on n'a plus envie de jouer, on sort. Ça donne le Brexit, ou ça donne le Frexit, ou voilà. Mais en gros, on ne nous impose rien. C'est ça enfin, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ouais, et du coup, on parle à différentes. Tu as commencé, je pense, à parler un petit peu des différents organes de l'Union européenne. Peut-être faire un petit rappel sur ces différents organes, parce qu'on parle de commission, on parle de parlement, conseil de l'Union, conseil Ouais. de l'Europe. Ça peut être intéressant pour resituer un peu tout ça. Alors, l'organe le plus important, et ça c'est le Conseil européen. Alors, va falloir s'accrocher parce qu'en fait, ils n'ont pas été très originaux et les noms se ressemblent à peu près tous. Donc, le Conseil européen, c'est les images que vous voyez quand Emmanuel Macron vient toper dans la main d'Olaf Scholz avec Giorgia Meloni. C'est les 27 chefs d'État et de gouvernement. Eux, ils se réunissent et ils se réunissent en général 1 à 2 fois par mois. Et c'est un conseil qui est présidé par Charles Michel. Peut-être que vous le connaissez. En ce moment, c'est lui le président du conseil. Ça change. Le Conseil européen donne la direction. En gros, il dit on veut rendre le continent neutre en carbone d'ici 2050. Et en gros, il dit à la Commission européenne, qui est l'organe exécutif, qui est le gouvernement, c'est un super gouvernement, avec une présidente et des ministres, des commissaires, il dit à la Commission, bah, faut me faire une feuille de route, faut me faire un texte, donc une espèce de projet de loi. Là, la Commission, elle potasse, elle consulte à peu près tout le monde, elle consulte, et ça, il faut se le dire aussi, hein, il y a des lobbies qui viennent intervenir à la Commission. Des lobbies, ça peut être des défenseurs de l'environnement ou alors des défenseurs de l'industrie automobile. Tout ça, c'est des lobbies. Et donc, elle potasse et elle fait une sorte de projet de loi. Et là, on a, si on veut se le représenter un peu en version française, c'est pas la même chose, mais comme ça va être plus simple, 2 chambres. La première, si on dit que c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement européen, avec des députés qu'on a élus au suffrage direct et qui vont potasser la proposition de la Commission, l'amender, faire des modifications et voter pour un texte qu'ils auront changé. Ils ont leur version. Et en face, on a ce qui pourrait être le Sénat, c'est pas ça, mais ça pourrait être le Sénat, qui s'appelle le Conseil des ministres de l'Union européenne. En fait, sur chaque thématique, par exemple, si c'est une thématique sur, on a pris la fin des voitures thermiques, ce sera tous les ministres de l'écologie et de l'industrie qui vont se réunir ensemble et qui vont amender le texte de la Commission à leur sauce. Ça nous donne 2 textes différents, celui du Parlement et celui du Conseil de l'Union européenne, des États membres. C'est pour ça que je vous dis que les États membres, ils sont toujours là. Ils sont quand on donne la direction et ils sont encore en dessous quand il faut amender le texte. Donc on a 2 textes différents et là, on s'organise en trilogue, commission mixte paritaire en français, et enfin en France. Et du coup, ces 2 chambres doivent trouver un texte commun à la virgule près, au point près. Et une fois que ce texte est trouvé, on retourne dans chaque chambre le voter pour dire ok, bah ok, c'est bon pour nous, ok, c'est bon pour nous, et après le texte est adopté. Voilà pour les différents organes. Donc quand on élit des députés européens, c'est eux qui vont changer le texte de la commission. Et c'est pour ça que c'est important. Ouais, et d'ailleurs, faut rappeler, comme tu as mentionné, que c'est les seuls qui sont élus au suffrage universel direct, donc directement pour les citoyens, et qui sont du coup ils sont proportionnels, comme j'ai mentionné tout à l'heure, du coup, à la population. Il y a, je sais plus, en plus, j'ai vu le chiffre tout à l'heure, je sais plus, il y en a 700. 405. Mais il y en aura Ouais, plus. c'est ça. Je ne sais plus combien il y en aura plus, mais en fait, on est plus nombreux dans l'Union européenne, donc il y aura plus d'eurodéputés pour ces élections. Il y aura plus que 705, mais je ne saurais plus te dire combien. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait ouais, 705, 709, quelque chose comme ça. Mais en gros, puis de toute façon, ça change en fonction de la population, d'évolution des populations Ouais. des pays. Donc, Là, il y en aura plus pour les élections européennes. ça va changer. Et d'ailleurs, en fonction de tous ces organes, ce qui est mentionné, c'est peut-être le fait que chaque organe est contrôlé par les autres organes. Il y a, comme dit, le Parlement contrôle un petit peu la commission aussi, parce Oui. qu'il Et nomme. d'ailleurs, tu sais que le Parlement peut pousser la Commission à démissionner. C'est déjà arrivé en 99. En fait, il y avait des affaires, notamment Édith Cresson, qui était commissaire française à l'éducation, éducation ou enseignement supérieur. Et en fait, elle trempait, enfin, elle était un peu dans des affaires d'emploi fictif, un peu beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle a été jugée après pour ça.
Et il y avait d'autres commissaires, hein, qui avaient un peu, des choses pas claires, ou des choses qui étaient permises, mais qui étaient pas hyper claires, enfin, bon, c'était pas dingue. Et en fait, le Parlement européen a dit, «Bah, nous, dans ces conditions, on vote pas le budget». Et en fait, ils les ont poussés petit à petit. Ils ont demandé une espèce de commission d'enquête et ils les ont poussés, en fait, à démissionner. Il y a toute une commission qui a démissionné parce que le Parlement a mis la pression. Donc c'est important, le Parlement européen. Ouais, parce que pour rappeler, quand même, c'est le Parlement avec le Conseil qui va voter le budget annuel, qui va valider le budget annuel de l'Union européenne. Donc, c'est quand même hyper important. Et c'est grâce aux élections qu'on va avoir l'année prochaine qui va permettre de faire ça. Donc, ça, et aussi, on dit souvent, mais c'est aussi une vérité, qu'il y a une grande majorité des lois qui viennent du Parlement européen. On dit souvent 70-80% des lois qui viennent du 80 Parlement à peu européen. près, ouais. Donc, c'est un élément important. Je disais par exemple, j'avais des exemples, pour ceux qui veulent, j'ai fait un petit thread dans l'introduction de ce live, du coup, pour vous expliquer ça. Mais il y a des éléments un peu concrets, par exemple, les chargeurs. On avait les chargeurs Samsung, les chargeurs Apple, et ils ont voté du coup pour qu'on ait juste l'USB-C, pour faciliter en fait les gens, pour faciliter la vie des consommateurs qui n'aient pas acheté 45 chargeurs en fonction des appareils. Il y avait Mmh. aussi les législations qu'ils ont renforcées sur les violences domestiques qui ont été votées au Parlement pour éviter du coup notamment les violences faites dans le cadre violences féminicides, etc., qui ont été votées du coup au Parlement. Donc il y a des implications directes sur le Parlement qui sont importantes. C'est pour ça que moi je trouvais ça intéressant aujourd'hui d'en parler à quasiment un peu moins d'un an du coup maintenant de l'élection européenne. On a parlé des différents acteurs. Est-ce que tu en as peut-être quelques-uns qui sont peut-être les plus importants, qui sait aujourd'hui qui ont les rôles peut-être les plus importants? Est-ce qu'il y a vraiment une hiérarchie ou ils sont vraiment tous égaux au sein du Parlement de l'Union européenne? Le plus important, c'est le Conseil européen parce qu'en fait, c'est nos chefs d'État et de gouvernement. Donc en fait, tu sais, on dit, il y a que les eurodéputés, pas les zéro députés, les eurodéputés qui sont, élus, au suffrage direct. Bah, nous, on a aussi Emmanuel Macron et c'est, un membre du Conseil européen. Donc ensuite, la commission, elle est très importante. C'est elle qui a le pouvoir de proposition. C'est-à-dire qu'en fait, un eurodéputé peut pas dire, comme en France, «Moi, je veux faire une proposition de loi». C'est vraiment la commission qui propose et après les eurodéputés et le Conseil de l'Union européenne amendent, modifient, mais ils n'ont pas, le pouvoir de proposer. Et c'est vrai qu'il y a des gens au Parlement européen qui demandent à ce que le Parlement ait plus de pouvoir, par exemple, de ce côté-là. Donc oui, je dirais le Conseil européen et la Commission européenne, mais le Parlement, il est important aussi parce que, comme je vous ai dit, donc il vote le budget, il peut le retoquer, il peut faire tomber la Commission, entre guillemets. Souvent, il est plus progressiste que les États membres. Souvent, les textes qui sortent du Parlement, ils vont un peu plus loin que ce que veulent les États. Les États, en général, ils n'ont pas très envie de trop bouger. Donc, euh, donc c'est bien, enfin voilà, d'avoir ce côté un peu, on va de l'avant, et puis ça permet d'avoir des choses un peu plus nuancées quand ils se mettent d'accord sur un texte commun. Et il peut y avoir aussi des commissions d'enquête au Parlement européen. Je sais que là, il y avait eu l'affaire là un petit peu qui a mis un petit peu au son sous le Parlement européen avec l'affaire des valises justement des pots de vin qui avaient été au sein du Ouais. Parlement européen. Comment du coup le Parlement lutte contre ces paradis fiscaux, contre un petit peu cette corruption qu'on voit aussi un petit peu, ce lobbying qu'on voit qui s'installe et qui un peu entache l'activité et le rôle du Parlement européen. Là déjà, ils ont voté pour se réformer un peu pour que justement les lobbies soient un peu plus contrôlés. Pour l'instant, il faut être inscrit sur une liste des lobbies pour rentrer au Parlement européen. D'ailleurs, c'est assez perturbant quand on y va pour la première fois. C'est qu'en fait, les lobbyistes, ils peuvent rentrer dans le Parlement européen. Donc ça, c'est assez étonnant, déstabilisant, mais c'est un peu la même chose en France finalement, hein. Il y a des lobbies à l'Assemblée nationale aussi. Il y a, la fédération des Amis du Vin qui organise des fois des choses. Enfin, il y a des lobbies aussi dans nos assemblées, mais nous, on a déjà eu quelques scandales qui font qu'on s'est un peu réformé. C'est ce qui est en train de faire le Parlement, qui a été vraiment entaché. Après, enfin, il y a des choses qui sont faites et ça fait partie aussi des choses, moi, que je critiquerais, en fait. Ce côté un peu, moi, je trouve que ce qui fait mal,
c'est quand on voit qu'il y a eu des assistants parlementaires et n'importe quel groupe politique, hein, quand on regarde, hein. Il n'y a pas que le RN qui ont été utilisés et alors qu'ils travaillaient pour le parti ou alors qu'ils ne travaillaient pas du tout. C'est quand même l'argent des contribuables. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui méritent qu'on aille encore plus loin. Donc il y a des choses qui sont faites et ce scandale, je pense que ça a remis les choses un peu sur la table, même si c'est pas encore jugé. Donc il faut aussi prendre ça avec des pincettes parce qu'en fait, il y a des gens qui ont été emprisonnés. Finalement, on a peut-être plus grand-chose contre eux. Donc voilà, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est bien que ça se réforme parce que moi, je trouve que ça participe au fait que les citoyens ont plus vraiment confiance. Déjà que ça paraît hyper loin, on n'y comprend pas grand-chose, et en plus les mecs ils abusent. Enfin voilà, je pense qu'il y a un gros travail qui doit être fait là-dessus. Et du coup, est-ce que tu as des exemples peut-être de choses qui sont faites? Parce que comme tu dis, le Parlement européen, c'est loin, les gens se disent c'est une institution qui quand on voit les lois, par exemple, ils ont une importance incroyable dans les lois qui sont votées en France. Ils ont un rôle dans plein de domaines, la PAC, et cetera, on a montré sur certains domaines. Mais comment le Parlement arrive du coup à se rapprocher un peu de différents, citoyens et de montrer, bah, qu'ils sont là, qu'ils existent, qu'ils font des choses qui sont positives, qu'il y a des choses qui sont mises en place par l'Union européenne dans ce sens-là? Ouais, il y a de la communication qui est faite, mais bah là, je suis assez critique là-dessus parce qu'en fait, ça me fait penser à une campagne de communication que j'avais un peu fustigée sur les réseaux sociaux. Je prends le RER et je me retrouve face à une affiche avec un père qui porte son enfant sur les épaules. Alors, impossible de savoir si c'est genre un père de famille, un réfugié ukrainien, euh, ou juste quelqu'un de lambda. Et il y a écrit You are EU. Donc, vous êtes l'Union européenne, EU, Ouais. European Union. En anglais, enfin voilà, avec trois mots, genre protect, connect, et puis un autre truc. Et j'étais là, on comprend rien. Le slogan, il est en anglais, alors qu'on est en France et qu'il y a plein de gens qui parlent pas du tout anglais. Puis alors, le jeu de mots You are you, ça peut peut-être bien marcher dans un autre pays, mais là, et puis c'est qui ce gars? Et alors après, il y avait un espèce de club de foot sur une autre des campagnes avec un côté genre lumière, bright, un truc comme ça. Et j'étais là, mais en fait, et alors le truc qui est extrêmement drôle, c'est que cette campagne de communication, ils avaient fait une notice pour expliquer la campagne. Et là, je me suis dit, bah en fait, c'est comme quand tu expliques tes blagues, quoi. Enfin, clairement, Ouais. c'est qu'il y a un truc qui marche pas, ils le savent. Et je pense qu'il y a des choses qui pêchent vraiment en termes de communication des institutions européennes. Des fois, j'ai l'impression que c'est totalement déconnecté des citoyens, alors qu'il y aurait plein de choses qui pourraient être faites. Ils essayent de faire des choses, hein, mais. Et puis, l'autre point un peu critique, parce que moi, je fais de la télé, et en fait, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Enfin, si, tu vois les chefs d'État qui arrivent à une réunion, ensuite ils discutent, et comment tu veux montrer concrètement à quoi sert l'Union européenne avec des gens qui viennent discuter à des réunions, quoi. Donc voilà, je pense il y a des choses qui pourraient être faites plus, mieux. Après, les institutions se rapprochent. Je sais qu'elles se rapprochent de plein d'influenceurs qui font des choses sur l'Union européenne. Donc il y a peut-être des choses qui changent un peu. Je sais que le Parlement fait un podcast excellent qui s'appelle Décisive et qui explique justement les décisions décisives avec les moments importants qui sont arrivés avant que des lois importantes soient créées. Donc il y a des petites choses, mais il y a aussi beaucoup de déconnexions. Et des fois, je me dis, mais ils réfléchissent entre eux, en fait. Enfin, voilà. Bon, c'était mon petit moment critique, mais c'est vrai que des fois, moi, je suis un peu affligée, quoi. C'est cool, je mets le lien du coup du podcast parce que je trouve que c'est pertinent quand même comme truc. Alors, c'est ça que je veux copier, c'est pas ça. Hop, podcast décisif, là, qui a l'air sympa. Il y a pas mal d'épisodes quand même, hein, dessus. Mm. Ah, il y a dernier épisode publié le 3 octobre. Voilà. Ok, sur les pesticides glyphosate. Un bon sujet, pas du tout polémique, pas du tout pertinent. Et en parlant de ça, du coup, tu parles des décisions européennes. C'est quoi, du coup, l'intérêt aujourd'hui et les objectifs peut-être de l'Union européenne Les objectifs, comme je t'ai dit, c'est d'être neutre en carbone d'ici 2050. Il y a déjà 32 textes qui ont été adoptés. Il y en a encore une quarantaine à faire passer. Après,
Il y a un petit ralentissement en ce moment parce qu'il y a des élections et que ça commence à devenir très politique et que notamment la présidente de la Commission européenne, elle fait partie du PPE, qui sont les conservateurs. Chez nous, c'est les LR qui sont dans le groupe du PPE. Et c'est assez compliqué de défendre une accélération pour plus de législation en faveur de l'environnement, sachant que le PPE défend plutôt les agriculteurs, l'écologie un peu par le progrès plutôt que par les restrictions. Donc elle est un peu entre deux chaises, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça devient très politique en ce moment. Et aussi parce que les gens, ils en ont un peu marre qu'on leur impose des choses des nouvelles lois, de nouvelles normes, de nouvelles restrictions. Là, il y a un petit ralentissement. Les enjeux à venir, ça va être le positionnement de l'Union européenne entre les États-Unis et la Chine, parce que les États-Unis ont fait de la Chine leur principal opposant, avec des mesures notamment protectionnistes. Et en fait, nous, on en pâtit un peu, notamment, ils subventionnent énormément leurs voitures électriques fabriquées aux États-Unis parce qu'ils ne veulent pas que la Chine, être en concurrence avec la Chine, quoi. Sauf que nous, on se retrouve un peu bête parce que les entreprises qui voulaient fabriquer aux États-Unis ou vendre aux États-Unis, elles sont un peu prises entre deux feux. Donc ça va être un gros défi pour l'Union européenne d'exister un peu entre ces mastodontes. Et le troisième défi, non, il y en a quatre. Le quatrième défi, c'est la montée des populistes. Il y en a de plus en plus. Je suis en train de préparer un épisode sur les élections en Slovaquie qui ont eu lieu le week-end dernier, avec le retour au pouvoir, parce qu'on le connaissait, de Robert Fico, qui était et qui est toujours, mais qui est encore plus populiste, ce qui lui a permis de revenir au pouvoir, en tout cas d'être en tête des élections, puis ce sera sûrement lui le Premier ministre. Il faut regarder les élections en Pologne, qui vont avoir lieu le 15 octobre, parce que la droite nationaliste va sûrement être élue. Il faut regarder autour de Viktor Orban. Enfin voilà, il y a une certaine montée des populismes et des gouvernements illibéraux qu'il faut un peu regarder. Et le dernier défi, c'est l'élargissement. Parce que là, on parle de 9 pays, puis comme on en a parlé, dedans, il y a l'Ukraine, qui est un pays en guerre, il y a les Balkans, il y a la Moldavie, et voilà, il faut voir un peu ce qui va être fait pour cet élargissement, qui est lancé. Après, il faut savoir si c'est pour demain ou si c'est pour dans plusieurs années. Et il y avait, du coup, tu pouvais peut-être expliquer, tu as parlé du PPE, peut-être rapidement, décrire un petit peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui le compose? Le PPE, en fait, il y a plusieurs groupes politiques au Parlement européen, un petit peu comme nous, hein. Donc, par exemple, on a les socialistes qui vont siéger chez les socialistes et démocrates. Le PPE, c'est les LR qui vont aller dans ce groupe. Et en fait, c'est un peu toutes les forces, pour le PPE, c'est toutes les forces de droite plutôt conservatrices qui se réunissent dans ces groupes. Et en fait, ce qui est un peu étonnant au Parlement européen, c'est qu'on ne vote pas forcément en fonction d'un clivage politique, gauche-droite par exemple. Des fois, on peut avoir le PPE, donc la droite conservatrice, qui se met d'accord avec les socialistes et démocrates, parce qu'il y a plusieurs niveaux de vote. Tu peux avoir des oppositions politiques sur certains sujets. Par exemple, il y a eu un texte cet été sur la restauration de la nature, où là, on avait vraiment un clivage. On avait un clivage entre le PPE qui s'était allié de circonstances à l'extrême droite, avec certains libéraux, macronistes. Je dis macronistes pour qu'on comprenne, hein. Certains libéraux qui étaient plutôt avec eux, et puis d'autres qui étaient plutôt avec la gauche, qui, elles, s'étaient alliées avec les Verts, les socialistes, la France Insoumise, qui est plutôt dans le groupe qui s'appelle The Left, à gauche. Et eux, ils s'étaient alliés pour la protection de la nature et pour faire passer ce texte à tout prix. Donc voilà, il y a ces clivages un peu politiques. Et puis après, il y a des clivages en fonction de la position géographique du pays. Il y a des pays du Sud qui vont s'opposer sur certains sujets aux pays du Nord, parce qu'ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Il y a les pays de l'Europe occidentale et plutôt vers les Balkans qui vont s'opposer, de l'Europe orientale et plutôt vers les Balkans qui vont s'opposer à l'Europe occidentale. Enfin voilà, en fait, on ne vote pas forcément en fonction de sa couleur politique.
Ouais et déjà moi je sais que j'étais surpris parce que j'avais regardé un petit peu, bah, pour rappeler quelques rappels comme sur les compositions du Parlement européen, des groupes parlementaires, c'est qu'il faut 27 membres pour créer un groupe parlementaire. Il faut qu'ils représentent un quart des pays membres de l'Union européenne pour que ça compose un groupe. Ils sont libres de le rejoindre et de le quitter un petit peu comme ils veulent et s'ils en rejoignent pas, ils sont inscrits sur le groupe qu'on appelle les non inscrits. Ça regroupe un peu toutes les personnes qui ont pas choisi de rejoindre un groupe et ce que je trouvais assez rigolo, c'est que par exemple, on parlait de nationalistes, bah, forment pas un groupe à eux parce que par essence, ils sont nationalistes, donc ils n'ont pas les mêmes intérêts entre eux. Et même des partis, j'avais vu dans certains pays, je crois que c'était la Suède que j'avais checké, des partis qui sont opposés dans leur pays se retrouvent dans un même groupe parlementaire au sein du Parlement européen, ce qui est on va dire, bizarre quand on y pense, mais qui est assez logique parce que sur certains points, au niveau international, bah, ils se rapprochent en fait. Et, Ouais, et en fait, c'est vraiment un logiciel qu'il faut changer, nous, dans nos têtes, où on est vraiment très franco-français, et on va penser ça en clivage. Alors avant, il y avait gauche-droite, maintenant, c'est peut-être plus euh, l'extrême droite ou plutôt les macronistes, les libéraux. Enfin, tu vois, faut juste un peu sortir de cette manière de faire et voir qu'il y a des votes, qui sont faits selon d'autres prérogatives, entre guillemets, quoi. Et par exemple, des partis comme le Rassemblement national, qui va souvent voter contre ou s'abstenir, même quand c'est des sujets qui potentiellement pourraient les concerner, mais parce qu'en fait, ils s'opposent aussi à cette idée d'Union européenne, donc en fait, ils vont plutôt s'abstenir ou voter contre. ouais. Et peut-être un des enjeux qui est de l'Union européenne qu'on parlait, là, tu parlais des votes en Pologne, en Slovaquie, on a quand même une montée des extrêmes du coup dans les différents pays au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place par le Parlement européen, par l'Union européenne pour lutter un peu contre cet extrémisme? Ah non, parce que en fait, on est en démocratie, et Mm. justement, il y a un truc que j'ai oublié dans le côté Union européenne, c'est qu'au tout début, au moment de la création de la CECA, il y avait donc la France et la République fédérale d'Allemagne, auquel on a ajouté le Benelux, parce qu'en fait, ces pays s'étaient déjà associés entre eux, donc c'était quand même assez facile et ils avaient bien envie de participer au projet. Et l'Italie qui avait besoin de se reconstruire, mais pas l'Espagne, parce que l'Espagne, à l'époque, c'était pas une démocratie. Et en fait, ben, il faut respecter les votes de chaque pays. Après, il y a des choses à respecter aussi pour être dans l'Union européenne. Notamment, il faut respecter ce qu'on appelle l'état de droit. Ça veut dire que la justice est indépendante. Et ça, il y a des choses qui sont qui vont un peu contre ça en Hongrie, en Pologne notamment. Et l'Union européenne, elle veille un peu à ça en ne validant pas certains plans qui permettraient à ces pays d'avoir de l'argent, en bloquant un peu des aides qu'ils pourraient avoir, en disant bah, tant que vous n'avez pas mis au clair l'état de droit, bah, on ne vous donne pas d'argent. C'est un peu le moyen de pression que peut avoir l'Union européenne. Après, au niveau du Parlement, bah non. Nous, si le 9 juin prochain, on décide d'élire, je ne sais pas moi, une soixantaine d'eurodéputés du Rassemblement national et qui n'auront pas envie d'aller voter au Parlement européen, et ben voilà. Et donc la France ne sera pas représentée tant que ça au niveau du Parlement européen. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête que ces élections le 9 juin, c'est pas des élections de mi-mandat. C'est faux de penser comme ça. Emmanuel Macron va pas dissoudre l'Assemblée nationale parce que le Rassemblement national arrive en tête. Il faut se dire que on va élire des députés qui vont ensuite représenter la France au Parlement européen, dans différents groupes politiques. Et tant qu'à faire, autant élire des gens qui sont bosseurs euh, et qui vont défendre les intérêts des Français. Ok. Et quand on voit quand on parle de ça, on a parlé beaucoup d'élections européennes. Quelle est aujourd'hui l'importance du coup de l'Union européenne je sais pas si on peut généraliser un petit peu avec ses institutions au sein des pays pour les pays membres et pour les citoyens, quoi. Comme on s'est dit, il y a à peu près 80% de la législation qui vient de l'Union européenne, donc ça, c'est bien aussi de s'en préoccuper. Il y a vraiment des choses dans nos vies de tous les jours, quand on commence à s'y intéresser, qui découlent de l'Union européenne. Par exemple, un truc tout con, hein, mais l'isolation des bâtiments. Par exemple, quand on refait, là on a parlé du fait que les logements G
on ne pourrait plus les louer à partir du 1er janvier 2024. Donc pour ça, il faut faire des travaux d'isolation, il faut changer des fenêtres. Bah ça, les aides qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir, en fait, c'est financé par l'Union européenne. Ça fait partie du plan de relance post-Covid. Donc c'est vraiment des choses extrêmement concrètes. Les banques alimentaires, là on en parle beaucoup parce que les Restos du Cœur vont peut-être refuser des gens. Les 3/4 des denrées qu'on reçoit dans les banques alimentaires, qui sont achetées par les banques alimentaires ou les Restos du Cœur, viennent de financement de l'Union européenne. Ça s'appelle le FED. Je crois que ça a changé de nom, mais en fait, c'était ça avant. Il y a plein de choses, ne serait-ce que si vous avez un monument historique qui est rénové, souvent c'est avec de l'argent de l'Union européenne. Enfin, il y a plein de choses, ça rythme vraiment notre vie de tous les jours, donc il faut quand même s'y intéresser. Et puis, à minima, chaque pays verse 1% de son PIB, donc c'est aussi nos impôts. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit bien utilisé et qu'on vérifie à travers nos hommes politiques, donc à travers nos ministres, à travers notre président, et aussi à travers des eurodéputés qu'on élit, la manière dont cet argent est utilisé. OK et si on va sur des enjeux qui sont importants avec les élections européennes qui vont peut-être changer un petit peu, nos vies, peut-être qu'ils vont faire évoluer l'Union européenne dans un sens ou dans l'autre. Et qu'est-ce que toi, est ton avis du coup sur l'évolution, sur l'avenir de l'Union européenne aujourd'hui dans le rôle qu'elle a et sur le rôle qu'elle a eu? Hem, Moi, je la il y a enfin, il y a une sorte d'opposition qui existe depuis un peu la création. Il y en a qui demandent, et ça s'oppose encore, on n'a pas du tout la même vision dans l'Union européenne, de ça. Savoir s'il faudrait un petit peu plus de fédéralisme, ou s'il faut qu'il y ait, chaque, État qui garde un peu la mainmise dessus. Donc en gros, c'est est-ce qu'on donne un peu plus de pouvoir à une sorte d'instance supranationale ou est-ce que chaque gouvernement garde un peu la main dessus et je pense qu'il faudrait peut-être aller vers un petit peu plus d'intégration. Il faudrait qu'on lâche un peu de l'Est parce qu'il y a des blocages sur certaines choses. Après, moi, s'il y avait des choses que je voudrais déjà voir évoluer, ce serait déjà plus de transparence parce que je trouve que les choses sont faites un peu loin des citoyens et, euh, et, et en fait, c'est pas bon pour la démocratie. Et on le voit, aux dernières élections européennes, il y a eu quand même un petit peu de mobilisation, mais les gens sont de moins en moins intéressés par le vote, par les institutions, ça leur paraît hyper loin. Il y a eu un espèce de traumatisme avec le référendum de 2005. Je pense qu'on continue un peu là-dessus. Mais en fait, ça participe pas à la démocratie de légiférer un peu dans le dos des gens. Donc voilà, je serais peut-être un petit peu plus de fédéralisme, mais surtout beaucoup plus d'ouverture envers les citoyens. Ah, OK et on avait une question du coup, on se parlait des aides. Est-ce qu'avec les nouvelles aides européennes, nous restons contributeurs nets vis-à-vis de l'Europe? Contributeur net. Là, je t'avoue que je sèche un peu. Je sais qu'on participe, par exemple, on s'est endetté en commun pour faire le plan de relance post-Covid. Donc, on s'est endetté. Après, là, je t'avoue qu'on reste dans des problématiques que je maîtrise pas forcément. Je sais pas si on touche autant que ce qu'on donne. Après, c'est aussi le principe d'une union, c'est qu'en fait, on finance aussi, par exemple, pour reprendre l'exemple du Covid, peut-être qu'on va financer plus l'Italie que ce qu'on va recevoir nous. Mais en fait, si tu finances pas l'Italie et que l'Italie s'écroule, si son économie s'écroule, sachant qu'on partage la même monnaie, ben, c'est pas forcément dans notre intérêt en fait. Parce que du coup, comme on est tous dans le même bateau, si on a un qui plonge, il attire tout le monde avec lui. Donc en effet, là, je pourrais pas te dire concrètement si on est toujours contributeur net, mais en tout cas, même si on donne plus, c'est aussi parce qu'on a accepté d'être dans une union qui fait que ben, on se soutient et peut-être qu'on va payer plus, que l'Allemagne en tout cas paye plus que les autres, et d'ailleurs ils aiment bien le rappeler. Mais aussi, il y a une raison, et c'est la raison aussi pour laquelle l'Allemagne a accepté de s'endetter en commun au moment du plan de relance, quand Angela Merkel a accepté, parce qu'elle savait que si l'Italie et l'Espagne, qui étaient très fragilisées par la crise du Covid, tombaient, en fait, c'est tout le monde qui part avec.
On avait le même exemple du coup avec quand il y a eu en 2008 du coup la crise en Grèce où tous les pays sont allés aider la Grèce parce qu'ils savaient que si elle tombait, il y avait ça. Et puis même comme tu l'as dit, il y a des domaines où on va payer plus, d'autres où on va recevoir plus. Par exemple, on est le premier bénéficiaire de la PAC et dans d'autres domaines, bah, on va être les premiers donateurs. Ça va dépendre des domaines que chacun a besoin, même si la France fait partie des pays qui bien sûr qui contribuent le plus parce que c'est une des plus grosses économies de l'Union européenne. Et je vois un peu le temps qui... Contributeur net vraiment, enfin tu vois, j'ai pas les chiffres en tête Hmm, et je voudrais pas raconter de bêtises, donc j'avoue, j'avoue que c'est quelque chose qu'il faut peut-être qu'on aille potasser ouais, dessus. faudrait vérifier parce que moi je l'ai plus en tête sur cette année non plus. Donc, je suis pas du tout sûr de moi, donc je vais pas m'avancer sur une réponse. Et qu'est-ce qui du coup est primordial de savoir sur l'Union européenne? Bah, je l'ai un peu dit ça. Ce qui est primordial de savoir, c'est qu'en fait, rien ne se fait sans que les États membres aient décidé. Par exemple, je me souviens qu'il y avait eu une polémique qui remontait aux années 2000 à peu près et qui est ressortie il y a 1 ou 2 ans. En fait, on s'est rendu compte, parce qu'il y a eu une décision de justice de la Cour de justice de l'Union européenne euh, qui a... Alors, je commence par l'info. Là, ça va vous faire halluciner, puis après, vous allez comprendre pourquoi. En fait, en gros, la Cour de justice dit l'armée doit être aux 35 heures. Et là, il y a tout le monde qui monte sur ses grands chevaux en se disant comment ça, l'armée aux 35 heures, mais n'importe quoi. Quand ils sont en opération dans le Sahel, les mecs vont pas s'arrêter de bosser parce qu'il est 17h30. Et en fait, tout le monde commence à se dire ah, mais l'Union européenne, ils déconnent, ils nous imposent des choses. Et la France, la première, a gueulé dans ce sens. Sauf qu'en fait, quand on commence à rechercher d'où ça vient, ces histoires de 35 heures avec l'armée, c'est qu'il y a eu un texte quelques années plus tôt qui a été négocié par la France et qui mettait un temps de travail, qui proposait de légiférer sur un temps de travail. Et la France qui l'a négocié a dit ah par contre faut enlever les gens de mer de cette je suis pas sûre que ce soit une directive donc je veux pas dire de bêtises. Faut enlever les gens de mer de cette loi. Donc en gros, tous les marins ne sont pas concernés parce que vous comprenez, ils n'ont pas d'horaire. Ils commencent à faire la liste de tous les métiers qui ne seront pas concernés par ce projet de loi sur le temps de travail et ils oublient les militaires. Sauf qu'en fait, au moment où la Cour de justice de l'Union européenne doit juger, parce qu'il y a un mec qui était venu se plaindre qu'on lui avait demandé de faire plus d'heures que d'habitude, et ben elle dit bah en fait bah, l'armée c'est 35 heures hein, parce que d'après les textes que vous m'avez votés c'est 35 heures et là la France fait quoi, Bruxelles nous impose les 35 heures, c'est déconnant et tout. Ben non mais les gars c'est vous en fait, il n'y a jamais rien qui est fait sans que les pays l'acceptent, sinon ils peuvent bloquer. Et là, en l'occurrence, par exemple, sur le texte asile et migration qui est en train d'être discuté, il y a des blocages parce qu'en fait, quand les pays lâchent du lest, c'est qu'on leur a filé d'autres trucs. Donc, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir le plus possible. Quand on vous dit Bruxelles vous impose, c'est faux. C'est vos États membres et il faut vraiment se diriger vers vos hommes politiques. Donc, en gros, si on commence à vous dire Bruxelles impose, c'est soit Emmanuel Macron, soit les gouvernements précédents. Voilà. Ok. C'est rigolo comme anecdote du coup sur ça. Moi je vois le temps qui passe et du coup comme j'ai dit j'ai promis de te lâcher pas trop vite. Donc je pense que je vais embrayer sur les petites questions perso. Comme ça on pourra finir pas trop tard. Je te Euh, remercie. Et je vous remercie, je suis désolée. C'est vrai que je me lève à 4 heures du matin, donc si ouais je peux donc dormir. c'est ça, on va te laisser dormir un petit peu. Est-ce que tu aurais une petite citation du coup pour étayer ça pour en rapport à l'Union Européenne ou alors qui te représente? Alors, en rapport avec l'Union européenne, ouais, je dirais l'union fait la force. Ça peut paraître un peu con-con, mais en fait, par exemple, le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne commence à se rendre compte sur certains points, pas sur tous, hein, parce qu'il y a des chiffres qui ont été revus et finalement l'économie n'est pas si cata que ça. Mais sur plein de points, ils se sont rendus compte que c'était pas si fou d'être seul. Et encore, ils ont le Commonwealth. Et ils commencent à revenir un peu. Il y a des gens qui se disent est-ce qu'on ne reviendrait pas un peu en arrière. Et il y a des gens qui se disent est-ce qu'on n'intégrerait pas ce qui vient d'être créé par Emmanuel Macron, la communauté politique européenne, pour revoir un peu notre relation avec l'Union européenne en étant dehors, mais quand même un peu dans leur marché commun. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont faites. Donc, ouais, l'union fait la force. Après, moi, c'est ma citation à moi, c'est Jean-Claude Duss. C'est oublie que tu as aucune chance sur un malentendu, ça peut marcher. Fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Parce que faire un podcast sur l'Union européenne, sur le papier, c'était pas forcément gagné. Mais
Mais voilà, je m'acharne un peu. OK, je la trouve incroyable cette citation. Est-ce que maintenant tu as des lectures, podcasts, chaînes Twitch, YouTube à nous partager? Alors, 2 chaînes Twitch, c'est, comme, je t'en avais parlé un peu, en off avant, c'est MEP Assistant, donc Ouais, MEP Assistant, Member, mon assistant parlementaire, un truc comme ça, non? ouais, mais c'est en gros, c'est les MEP, c'est les membres du parlement, Ouais. c'est les députés européens. Et donc lui, il était assistant avant. Maintenant, il fait plus ça, mais avant, il était assistant d'un député européen. Il fait une chaîne Twitch où le mec est super calé. Moi, je le suis pas du tout autant que lui. Donc vraiment, les institutions, il connaît ça sur le bout des doigts, la politique aussi. Il est drôle, il interviewe des eurodéputés, des fois c'est en anglais, des fois c'est en français. Vraiment top pour approfondir. Et sinon, plus histoire et politique française, mais peut-être que tu l'as déjà évoqué sur cette chaîne, c'est les grandes traversées de France Culture, et notamment les 4 épisodes sur Jean Moulin, qui sont juste incroyables. Est-ce que je sais pas, tu as des livres aussi à partager peut-être ou pas du tout? Les livres, alors c'est pas maintenant, mais il y a une BD qui va sortir de Coco Bello, je crois que c'est OK. son nom de dessinateur. Et qui, en fait, croque et qui va sortir pour les élections européennes et qui croque, en fait, ce que c'est que l'Union européenne. Il a suivi des déplacements parce qu'on n'en a pas parlé, mais les députés, ils se déplacent aussi, ils font des commissions d'enquête, ils font des déplacements sur le terrain. Et ça promet d'être vraiment canon. Je vois les planches qu'il fait, on en avait un peu discuté. Et vous pouvez le suivre aussi sur Insta. Donc voilà. Est-ce que, du coup, quelle est ta personnalité historique, politique, vivante ou morte favorite? Alors, je vais dire Louise Weiss, on en a parlé. Oh, Et je pense qu'elle est bien à réhabiliter. Donc voilà, c'est elle que je vais dire. Il y a Jean Moulin aussi, vous l'aurez compris. Mais... ouais, on aime bien. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil à donner? C'est un petit peu ce qu'on s'est dit en fait. Ne vous faites pas avoir quand on dit Bruxelles décide d'eux. Ne vous faites pas avoir quand on dit ce sont des élections de mi-mandat pour sanctionner ou soutenir la politique d'Emmanuel Macron. Si vous aimez son projet européen, à la rigueur, votez pour ses eurodéputés, mais ne vous dites pas que vous allez sanctionner la politique qu'il mène ou la soutenir parce que vous aimez bien ce qu'il fait. Les élections européennes, en fait, ça se gagne pas. C'est pas comme une présidentielle. C'est à la proportionnelle. Donc, à la rigueur, le parti qui arrive en tête, il a plus d'eurodéputés, soit. Mais il va intégrer un groupe. Ces eurodéputés vont intégrer des groupes qui auront peut-être plus d'eurodéputés dans d'autres. Enfin voilà. Donc vraiment voter un peu en fonction des sujets supranationaux qui vous passionnent, si c'est l'écologie, si c'est la défense des paysans, si c'est les droits humains. Enfin voilà, votez plutôt comme ça, plutôt que sur la politique française. OK, merci. Est-ce que du coup, tu as un défi? Quel est ton prochain défi à pro, perso, comme objectif? Mon défi, c'est d'essayer de suivre et de bien expliquer les élections européennes. Et il y a un épisode qui me tiendrait à cœur de faire, et je suis un petit peu en train de le préparer. C'est d'avoir dans plusieurs pays, des pays qui représentent un peu des endroits un peu clés dans l'Union européenne, et de trouver des correspondants, journalistes ou des gens qui sont là-bas pour voir un peu comment se passent les élections de leur côté et voir si en fait c'est différent de chez nous. Enfin voilà. Et je pense que ça peut être intéressant parce que souvent on est très centré sur la France. OK et bien, dernière question qui était posée dans le chat. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à nos viewers la différence entre politicien et légaliste? Politicien et Légaliste. politicien, des fois ils maîtrisent pas forcément le droit. Ils sont plus sur infléchir des choses, lancer des projets. Et légaliste, en fait, c'est la personne qui va le mettre en œuvre plutôt dans le droit. Donc c'est vraiment des choses qui travaillent un peu main dans la main. Mais souvent, par exemple,
un légaliste va pas être un bon politicien parce qu'il faut savoir s'exprimer, faut lancer des choses, faut impulser, infléchir des choses. Et en fait, il aura plus la manière de le faire et de le mettre en œuvre et de le mettre en application après. OK, merci. Et maintenant, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur toutes les plateformes d'écoute, Trait d'Union podcast. Faut bien rajouter podcast parce que Trait d'Union, j'ai pas choisi le nom le plus Ouais, hors du commun du monde. Et sinon, beaucoup sur Insta. J'étais sur Twitter X, mais je lâche un petit peu. Et donc, j'y suis toujours, hein, vous pouvez toujours y aller, mais du coup, Insta, ça se développe pas mal, donc ça me fait une petite vitrine, mais sinon, c'est sur les plateformes d'écoute, une fois par semaine. OK. Bon, en tout cas, j'ai remis le lien pour les gens, qui sont dedans. En tout cas, merci à toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure notre échange? Bah non, mais je suis hyper contente d'avoir fait ce live. J'espère que j'aurais pu vous apprendre des petites choses ou au moins vous montrer qu'il y a des personnalités qui peuvent être intéressantes à suivre, des sujets qui peuvent être dont on peut se passionner, même si l'Union européenne, ça reste une union essentiellement monétaire, hein, enfin monétaire et économique. Mais il y a des choses qui permettent de s'accrocher et de s'y intéresser. Et comme on se disait, ça représente à peu près 80% de nos lois. En fait, c'est des ambitions européennes qui sont traduites en directives et en règlements. Et donc voilà, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et si je peux donner le mot de la fin. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, de rien, c'était avec, grand plaisir. On est dans les temps que je t'avais promis, donc je suis content. On te remercie, les gens il y a des gens qui sont passés, qui ont dû partir et qui, te remerciaient du coup pour tes réponses et tes qualités de ta réponse et puis ta présence. Et moi, je suis très content de t'avoir, en tout cas, moi, je vous remercie tous. Je vous envoie des petits cœurs. Attendez, je vous envoie des petits cœurs avant de partir quand même, des petits cœurs sur le chat, trop cool. Donc les amis, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis que les vents vous soient